Tourné entre 1955 et 1960, à une époque où l'occitan, langue historique du pays, était compris ou parlé par la majorité de la population, le film de l'abbé Émile Bonaterre donne à voir une ville et son canton entre tradition et modernité. La langue des faits libres locaux, tels que Joseph Vaillette, Antoine Villiers, Benoît Verdier ou Louis Caïsac, se lit sur les chars de la fête des fraises. L'Oulune, l'Utupi, l'Escudello, l'Ussalignou, l'Upegal, l'Ucandelou. Ce fut aussi la langue de la charte consulaire de San Giniès de Ribosdold, octroyée en 1343 au nom du rei de France en partidos occitanos. Comme l'ancien Coussoulat, la ville avait un crieur public, en l'occurrence Lucien Aldebert, le tambournier. Elle avait entre autres la charge de la voirie. Cette tâche était effectuée au milieu du XXe siècle par messieurs Raylet et Émile Marcillac dit Mimile. Outre la commune et ses services, la paroisse était également au cœur de la sociabilité traditionnelle. À la fin du printemps, la fête-Dieu mobilisait une grande partie de la population. Précédé par un cortège d'enfants munis de paniers de pétales de fleurs, le Saint-Sacrement et les prêtres étaient abrités sous un dais encadré par des paroissiens, messieurs Domergue, Lagali père et fils, messieurs Azemar, Crouzet et Caïsac. Lors des haltes fêtes pour l'exposition de l'ostensoir aux Capelletos, les fidèles s'agenouillaient et les enfants jetaient des pétales de fleurs. Autour des abbés Bernard et Champagneur, du curé Routaboul et des religieuses, les paroissiens honorent Nostro Dono dels Buïsses. La chapelle doit son nom au buis dont était entourée la statue de la Vierge lorsqu'elle fut miraculeusement découverte au XVIIIe siècle dans l'anfractuosité d'un rocher près de l'ermitage Saint-Pierre. On invoquait la protection de la Vierge individuellement ou lors de processions, notamment celle de la paroisse de San Giniès qui avait lieu le 8 septembre. La procession se déroulait en fin de journée et s'achevait à la lueur des candelus. Le retour avait lieu par le quartier de la Poujade. Tout au long du parcours, des capelletos ornés de candelos étaient dressés par les fidèles. Les reinaces sont assez répandus dans la vallée d'Olt. Celui de la Sant'Espino est très ancien. On y honore 2 épines que renferme le buste reliquaire et qui auraient été rapportées des croisades par Saint-Louis en 1239. Elles sont attestées à Saint-Aulario depuis le XVIe siècle. Monsieur Louis Vézier a porté la croix lors de la procession pendant 60 années consécutives. Parmi les porteurs du buste reliquaire, on reconnaîtra M. Paloc de la Calaisie ainsi que messieurs Domergue et Fontanier.
Mais les traditions religieuses sont souvent accompagnées de traditions profanes. La fête votive de la Saint-Louis, les fêtes de quartier ou la fête des fraises étaient animées par des groupes folkloriques. Ici, les cabretaires et les dansaires de la Pasturero de Rodez interprètent une catreta, danse très populaire sur le canton de Saint-Geniès. Ce répertoire était également interprété et dansé par des groupes locaux tels que la Cabrette du Rouergue d'Espalion ou, plus tard, le Sturnejaires de San Giniès. L'enseigne aux 40 fers différents de François Reynès, l'ouvrage d'Ernest Auguy fils ou les outils de M. Despériès rappellent que Loup Fabre pouvait être à la fois maréchal ferrant, forgeron, taillandier, vétérinaire, serrurier et mécanicien. Après avoir nettoyé et égalisé la corne du sabot, Joseph Despériès cloue des fers qui ont été forgés à chaud sur l'enclume à partir d'ébauches ou de plaques. Pendant toute l'opération, M. Despériès est aidé par Louis Cayrel du Colombier, dont la paire de bœufs est maintenue par un travail affairé appelé cungrel. Le ferrage des roues associe au métier de Fabre celui du charron ou roudier. En l'occurrence, Joseph Despériès travaille en collaboration avec Casimir Burliga et Jean Niel. Casimir Burliga pousse une roue vers le chantier, cependant qu'Alain Despériès, accompagné d'André Coquelet, font rouler un bandage métallique. Ce bandage est placé avec d'autres dans un four spécial afin que le fer se dilate, car son diamètre à froid est légèrement inférieur à celui de la roue à cercler. La roue en bois est posée à plat sur un chantier pour recevoir le cercle dilaté et brûlant. Le bandage est ajusté et arrosé par Léa Despériès. Il s'agit d'assurer le serrage et d'éviter que les jantes de bois ne soient brûlées. La roue est ensuite placée sur un axe au-dessus d'une auge remplie d'eau. On achève le travail à coups de masse pour parfaire l'équilibrage et la rotondité de la roue et resserrer les pièces entre elles. Louis Cayrel repart avec l'ouparel ferré de neuf, attelé à une petite carrugue adaptée aux ruelles du bourg et aux caminoles des traverses de la rivière. Le tonnelier, M. Almeras, barricaire et sémalier de Saint-Geniès, installé au Camí del Cudenas, répare et apprête la vaisselle vinaire des vignerous à l'approche des vendanges. Comme le barricaire et le roudier, l'escloupier travaille le bois. Pour faire les sabots, il utilise des bois souples et légers. Un bon sabotier pouvait faire jusqu'à 5 paires d'esclouches par jour.
À l'aide de paroirs ou couteles sparadou, il affine des ébauches préalablement dégrossies. Les finitions sont effectuées au moyen de gouges ou curadous de diverses formes. Les sabots féminins du dimanche, faits dans un bois noble, étaient parfois ornés de décorations. Ici, le sabotier enfloure ou escloche. En fin d'opération, la semelle du sabot est cloutée à l'aide de tachos, puis l'on appose des brides, asbatos. Avec le travail du cuir, l'activité textile fut une grande spécialité du canton de Saint-Giniès. La laine des brebis du pays fournissait une partie de la matière première. Après avoir tondu le ventre de la brebis, les pattes sont attachées pour faciliter la poursuite du travail. On tondait autrefois à l'aide de force, las tuzuiros, puis vinrent les ciseaux et enfin les tondeuses mécaniques ou électriques. La toison de laine en suin, l'hausse de l'âne surge, est enroulée puis emballée pour être livrée à la filature. Noémie Sagnier lave la laine al riu. Celle-ci est ensuite mise à sécher avant d'être cardée, filée et enfin tissée. À Saint-Giniès, mesdames Aldin et Baruet cardaient la laine dont on faisait les matelas. Séraphi Tessier montre comment on filait autrefois à l'aide d'un tour, sorte de grand rouet utilisé depuis le Moyen Âge. Ce tour servait également pour faire du fil à plusieurs brins, le fial retors. Les filatures étaient appelées mécanicos. Celle de M. Georges Granier était située al Puntiliu d'Auruno. La production des lanataires était échangée ou revendue sulféiral. À la mécanique des Sanpeire, les ballots de l'âne surge sont déchargés, pesés et manipulés par Adrien Delous, Julien Viguier et M. Baillet, en présence de Clément Brenguier, le propriétaire, ou d'un contremaître. La laine est ensuite déballée pour être lavée, cardée, filée, étissée, puis teinte. Les rouleaux de drap bleu fabriqués pour la poste et l'armée sont transférés pour contrôle à l'ourdisseuse par Émile Lagarde et M. Blandin. La mécanique de Saint-Peyre fonctionna jusqu'au milieu des années 70. Les 13 fières de Saint-Giniès étaient fréquentées par des marchands venus parfois de fort loin, d'Auvergne, de Gavaldon ou des Languedoc. On amenait le bétail des environs à pied, notamment pour les foires aux bovins.
La foire du mois de janvier était renommée pour les porcs gras et pour les bœufs, celle du mois d'avril pour les plantus, les burrech qu'avions piel mudat, las duplunos et les manos pour la montagne. Le fieiral des Bious, ou foirail des bœufs, se trouvait place Neuve, actuellement place du Général de Gaulle. On y amenait des parels d'Aubrac, joints avec le Giu, la Julios et la Redondo des Suates. Les veaux, comme celui que l'on voit près du parel que Jean-Louis Mercadier tient par une corne, étaient en général vendus entre 130 et 160 kilos. Les bouchers, tels René Marcillac de Saint-Geniès, s'approvisionnaient sur place. Avant d'acheter une paire de bœufs, on vérifiait son état de santé et son âge en regardant la dentition. Après leur choix, les maquignons apposaient leur marque à l'aide de ciseaux sur la croupe de la bête qu'ils avaient achetée. Lorsque le vendeur et l'acheteur étaient d'accord sur le prix, une tape sur la main scellait la paccio. Puis on allait à l'auberge pour procéder au paiement en liquide et pour boire un coup l'ubinace. En allant d'un fieiral à l'autre, on s'arrêtait devant les étals situés le long des rues ou pour échanger quelques nouvelles avec des amis et des parents. Le fieiral des Sports se trouvait place du Quai. Au mois de mai et de juin, on venait acheter de jeunes cochons pour les prendre sur la montagne où on les engraissait avec du petit lait, la graisse pour des mazuts. Roger Forestier, borrelier de Leissac, venait vendre sa production ou prendre du travail, car on avait des chevaux pour le transport, comme l'attelage d'Egos de Francette Naudan. La fièvre del Cavalli, la foire aux chevaux, avait lieu le 5 novembre. Pendant plusieurs siècles, le Rouergue fut une zone d'approvisionnement privilégiée pour les Espagnols et les Catalans qui venaient y acheter des mules. Il y avait des chevaux de trait de race régionale, comme l'Auvergnat ou l'Aumontese. On vendait des fruits et des légumes à la place de las Fruchos, également appelée place de las Castagnes. Al Mercat, au cloître, on voit M. Garde dit Gardou et des femmes venues vendre des œufs et de la volaille. C'était le lieu de rencontre privilégié des femmes qui avaient souvent la charge du jardinage, de la volaille et des menus achats. La plupart des petits commerces avaient leur étal, las bancos ou los tauliers, aux courses basses ou sulfusat, place de la mairie. Ceux qui avaient apporté leur casse-croûte dans une besace jetée sur l'épaule, la biasse, se servaient de celle-ci pour transporter quelques achats d'épicerie au retour. Les affaires conclues, les acheteurs emportaient leurs marchandises et les vendeurs reprenaient leurs invendus. Véritable célébrité locale, la Cauquillona assurait la ligne de Prados d'Aurac à San Giniès. L'auberge était le lieu où l'on se restaurait les jours de fièvre. On y dansait et on y jouait aux cartes.
Le sport traditionnel rouergat est le jeu de quilles, encore pratiqué de nos jours. Parmi les joueurs de Saint-Giniès, on reconnaît Pierre Verdier en chemise blanche, François Rigal en chemise bleue, ainsi qu'Ernest Auguy et Aimé Alden. Sur la partie vive d'Olt, on pêchait la truite, mais aussi des barbeus, des cabotes, le trugan ou le coulau au printemps et la punchudo l'hiver. Lors des fêtes, on organisait des concours de pêche à la ligne très prisés des citadins et des touristes. Au pont de Luce, sur la retenue du barrage de Cassenau, Jean Rosière, marchand d'articles de pêche, prend depuis sa barque des carpes et autres grosses prises. Mais il y avait aussi des caçaires, comme Jean Mercadier de Corbieiros, dit Joan de Fuit, ou René Marcillac de Plasenso, grand amateur de lèvres. De Dalai lo ribatel, y una lebre, de Dalai lo ribatel, y una lebre que se divere. Vaya tu, Buenos Aires, vaya tu, lo revelia, vaya tu, Buenos Aires, gacha de la mangapa. Dans la première moitié du XXe siècle, le Brabant a remplacé la raillerie ou la charrue d'Umbasle, mais on a continué à épandre le fumier à la fourche et à semer à la main. Pour semer, on délimitait préalablement les planches de labour, l'Ucelius, à l'aide d'Apalius, ceci afin d'éviter le chevauchement des semences, le rinciliace. Paul Rascalou père sème à la volée les graines transportées dans l'Useminsu. Paul Rascalou et son père moissonnent avec une grande faucille appelée boulane. Dans les grandes exploitations, on trouvait des équipes, las scuolos, qui accompagnaient leur travail de chant spécifique, las misionieros. C'est le thème d'une chanson d'Artemon Durán Picural, Los Musuniers des Prados. Au moyen de lianes d'épis, Simon Tourette lit les gerbes et les empile en cruzels. Les gerbes sont chargées sur un carré des pergos et transportées à l'air à battre situé au couder de Biurals, où l'on forme un plunjou. Le battage au fléau, al flagelle, se déroule à Crespiac avec Maurice et Hélène Pouget, Alice Artis, Robert Nojac et Marie-Rose Domergue, épouse Nojac. Les épis sont retournés pour poursuivre le battage.
L'air est ensuite débarrassé de la paille pour récupérer le grain. Le croque-paglio était un petit batteur relativement facile à déplacer dans les chemins étroits et tortueux. Il pouvait être actionné soit par un manège d'animaux de trait, soit par un petit moteur. Le grain, battu au fléau ou avec le croque-paglio, était ensuite nettoyé à l'aide d'un tarare, bentaire ou bentadou actionné à bras. Eugène Verlaguet aide Léon Garde à charger sur son dos le sac de blé qu'il va transporter au grenier, sac d'un poids de 80 kg parfois 100. Les batteuses actionnées par une locomobile, la Calfire, ont été utilisées jusqu'à l'avènement des moissonneuses batteuses. Né en 1847, Antoine Sagnier se lança dans la production de fraises dès l'âge de 15 ans. Son exemple fut rapidement suivi par ses compatriotes. Les fraisières étaient en général plantées sur les traverses, en carats ou en failles desservies par des carrés rousses. Après la plantation, il fallait désherber régulièrement, herbeggiar. C'était le travail du bicaire, que Célestin Magne effectue avec une biquette ou bicadelle. Les mauvaises herbes entassées en fournels sont brûlées par Séraphi Tessier. La production d'une fraisière s'étalait sur 3 semaines à 2 mois et débutait entre mai et juillet selon l'exposition, le climat ou les variétés. Un pied visité tous les 2 jours donnait en moyenne une trentaine de fruits. Les paniers étaient fabriqués localement à partir de bois de peuplier déroulé, notamment par l'entreprise Taillade devant la chapelle de la cité Combaco. Un panier spécifique et indéformable d'une contenance d'1,5 kg ou de 3 kg avait été inventé par Aristide Amadei. Les paniers sont chargés sur le camion de Casimir Miquel pour être livrés aux producteurs. Un camion de plateau vide réutilisable est déchargé devant la maison Miquel. Les fraisières, filmées par l'abbé Bonaterre, étaient situées chemin de Patagou, au Ribatous, chez René Mas, ainsi qu'au Goutal, chez Malou Quererno. Au Ribatous, la récolte est effectuée par René Mas et sa famille. On reconnaîtra ici Roger Mas et sa sœur Josette. Au Goutal, les fraises sont ramassées par René Quererno, aidé de son épouse Malou, de Séraphi Tessier et de sa mère Augustine, ainsi que de fraiseuses venues du Tard. Afin d'éviter trop de manipulations, les fraises étaient déposées directement dans le panier destiné à la vente.
Gusto Amat présente un panier accumulat, c'est-à-dire rempli au maximum de sa capacité. Simon Tourette transporte dans un plateau particulier appelé Mazier des paniers remplis de fraises. René Quererno descend des paniers dans la cabane située au bord du chemin où s'achève le conditionnement. Louis Solignac utilise un portefeuille pour transporter les plateaux sur son dos. Les paniers remplis de fraises étaient recouverts sur place d'un papier cellophane et l'emballage d'expédition était fermé par un couvercle. La récolte terminée, le personnel et la production rejoignent le bourg. Pour la livraison aux coopératives ou aux expéditeurs, on mettait à contribution les enfants pour pousser ou tirer un carretou à bras. Pour les charges plus importantes, on attelait le carretou à un âne ou à un vélomoteur, ou bien on les transportait en voiture. À partir des années 30, une grosse partie de la production fut expédiée par deux coopératives, la coopérative fruitière puis la Marmotte, qui fusionnèrent en 1956. Mais il y avait toujours des expéditions faites par des particuliers, comme les entreprises Miquel, Valentin et Vidal. Pour la fête des fraises, les rues et les maisons étaient décorées de guirlandes en papier et de dessins représentant la fraise. Des plateaux de paniers de fraises occupent toute la devanture de l'épicerie de Laurentine Bonaterre. On offrait des broches textiles en forme de fraises, crochetées par les sœurs du couvent de l'Union. Monsieur Alibert était ainsi décoré par Mireille Quererno, tandis que de petits paniers de fraises sont proposés aux visiteurs par Roger Chumutenko et Colette Boyer. Monsieur Cobel déguste des escargots, cependant que de grandes coupes de fraises sont proposées à la terrasse des restaurants aux spectateurs des défilés de chars. Sur des châssis en acier fabriqués par M. Tourette, les chars de chaque quartier portaient des noms occitans. Outre les fraises, il y avait la Canelo, le Pégal, le Candelou. Mais le char le plus applaudi devait être celui de la reine de la fête, qui était cette année-là Huguette Pellaé.
Le défilé est accompagné en musique par des fanfares locales ou venues d'ailleurs. Parmi les musicaires du pays, il y a Jean Costerast, Paul Dizard, Élie Caïsac, Pierrot Gibert et Dédé Sabrier. Ce sont les mêmes que l'on retrouve en grande tenue avec, outre Jean Costerast et Élie Caïsac, des musiciens comme Jean-Paul Mercadier ou Christian Saby. C'est pour la Saint-Urbault, le 24 mai, date du début de contrat des montagnais, qu'avait lieu la Montado de las Vacos sur la montagne d'Aubrac, la transhumance. Beaucoup de vacados qui hivernaient sur les Cosses ou sur la rive gauche d'Olt franchissaient la rivière à Sant Giniès. En général, les vaches les plus anciennes et les plus belles étaient empanachées et ornées de sonnailles rythmant la montée du troupeau. Les claposentoles avec un battal en os ou en corne avaient un son grave. Et les esquilos, en bronze, munis d'un battal métallique, avaient un son aigu. En Rouergue, les burons sont appelés mazucs et les buronniers sont des montagnais. L'équipe d'Il Mazuc est dirigée par le Cantalès. Elle comporte une pastre, une bédélier et une roule. Raymond Houguy et Émile Pons transportent la gerle d'une contenance de 200 litres. Ils vont à Alpargue, matin et soir, per Mulze las Vacos. L'Oubédélier appelle le veau par le nom de sa mère et l'attache à la jambe de celle-ci pour qu'elle accepte de donner son lait. Cette opération s'appelle amaïra. Assis sur le selou attaché à la ceinture, le pastre et le cantalès effectuent la traite avec un farad de 20 litres. Lorsque les farades de hêtre, de faux, sont pleins, on les vide dans la gerle, munis d'un tissu, l'estibigno, destiné à filtrer les impuretés. Les veaux vont ensuite tarir le pis de leur mère. La gerle est transportée au mazuc où le lait sera emprésuré pour faire la caliadre. Celle-ci est ensuite brisée, salée et pressée sur la celo de cacha pour faire la tumo. La tome passera ensuite dans une forme sous presse, le pesadou, pour faire la fourme. Le petit lait, la gaspo, est récupéré pour faire du beurre ou pour nourrir les cochons. Occasionnellement, dans les rares moments de repos, les montagnais prenaient le temps de faire une quecha, l'aligo. On employait pour cela les ingrédients disponibles au mazuc. On pèle les pommes de terre, parfois cultivées sur place. C'est souvent la blanco, facile à écraser, que l'on fait cuire dans l'houlo sur le feu de bois.
La tome fraîche est taillée en petits morceaux pour être rajoutée à la purée. Quand les pommes de terre sont cuites, on les écrase à la fourchette. Un morceau de lard et de la crème, la crouste, sont ajoutés pour le goût et l'onctuosité. Pendant la cuisson, on mélange le tout en le remuant à l'aide d'un instrument de bois. Per far fialar la quetch, le montagnier utilise ici le margue de la traçadou qui sert habituellement à remuer le caillé dans la gerle. Le roule, garçon à tout faire de l'équipe des montagnais, fait le service. Le cantalès Cyprien Chassalit tasto la quetch. Le 13 octobre, pour la Sanguiral, l'estivo s'achève. Les montagnais vont quitter le Mazuc et sa montagne pour entamer la Dabalado avec la Bacado et sa carrizon de Fourmos. La décoration des vaches était systématique à la montada, mais plus rare à la Dabalado. La Bacado est ici décorée par les frères Urbain et Georges Niel de la Freycinedo. Autrefois, les colliers étaient faits en bois de hêtre. Le troupeau descend dans la vallée par Viorals. Il fait une halte à mi-pente. Puis une autre au courbat de San Giniès. Après avoir franchi Holt, il reprend la route vers les Borrios Ribeirolos ou Caucignolos. Pendant que les vaches sont à la montagne, on coupe et on rentre le foin des prairies de fauche. Longtemps, surtout par les traverses, la fauchaison a été effectuée à la faux, la dahlia. Le dahlia affûte sa faux à l'aide de la coute, maintenue humide dans le coudier, attachée à sa ceinture. Une colle de dahliaires composée entre autres de Paul Ringuet, d'Étienne Reynal, de Robert Salle et d'Eugène Nojac, fauche un pré qui serait situé à San Martí de Mumbú, face à la Castagnaletto. À la pause, on boit à galette le vin du pays pour se désaltérer et reprendre des forces.
Avec la mécanisation de l'agriculture, les faucheuses attelées à une parelle de bios ou à un couple d'egos se sont généralisées. Pour faner, on utilisait des râteaux de bois comme ceux que portent sur l'épaule Madame et Mademoiselle Caïsac qui suivent le carré des Pergues. Henri Caïsac utilise une plane que l'on appelle l'uparadou et un banc appelé cabre. Il façonne les dalles, las puos, avec du bois de bédis, une sorte de sole. Les dents sont ensuite enfoncées dans un joug de fraise sévère qui se resserre en séchant. Le manche, l'oumargue, présenté par Sylvain Salle, est en noisetier. Le râteau de bois a été partiellement remplacé par les râteleuses, puis par les râteaux faneurs souvent tractés par des équidés. Le chargement à bras a parfois cédé la place au chargement mécanique effectué par un cargofet, comme celui qui est utilisé ici à la Falco. De la même manière, les chars à cadre, los carris de cledos, ont remplacé les chars traditionnels sur lesquels le chargement était maintenu par une perche, la pergo. Pour faire la soudure en fin de saison, l'herbe se faisant rare et avant de rentrer le gros bétail, on élaguait les frênes ou d'autres arbres constituant la prairie aérienne. Pour élaguer, per escavassa ou rebuga, on utilisait une hachette ou destralou. Les branches feuillues, las ramos, étaient rassemblées en fagots, en faïsses, pour pouvoir être engrangées et servir de pâture pendant l'hiver, notamment lors de l'agnelage des brebis. Los tropels et fedos étaient relativement importants sur les cauces del Cantu, où ils furent progressivement intégrés dans la zone de collecte de lait pour Roquefort. La plupart des exploitations avaient au moins quelques fedos, per la lano et per l'agnel. Monsieur et Madame Séguret de la Ribière-Alto poussent quelques vaches, des chèvres et un âne sur le chemin de Plaisance. Albertine Gillot garde ses chèvres autour de la Poujade, près du Can Ségala. Dans tous les pays de Ribière du Rouergue, il y avait des cabres qui fournissaient le lait pour la famille ou pour compléter celui des vaches et des brebis allaitantes. Une même chèvre pouvait mettre bas plusieurs cabrites à la fois. Dans ce cas, il fallait parfois les allaiter au biberon. On faisait également des cabécous consommés sur place ou destinés à la vente au marché, cependant que les cabrites étaient vendus sur le Fieiral de Saint-Géniès. Le cabrit à la vinette ou les petites de tripes de chèvre faisaient partie d'une gastronomie propre à la vallée d'Olt. À la fin de l'été, Gabriel Garde ramasse les pommes de terre, los truffes, pour la consommation familiale, l'engraissement des cochons et pour la vente al mercat.
Avant le phylloxéra, on plantait la vigne par marcottage, c'est-à-dire en couchant un sarment au fond d'un trou que l'on emplissait de broussailles, formant une sorte d'engrais vert ou du fumier. Auguste Rey plante un échalas de castagnier, le païsel. La taille avait lieu pendant l'hiver à l'aide d'une petite serpe, le poudette, et les sarments étaient liés en gabelles avec un brin d'osier. Pour piocher la vigne, on utilisait un bidon, le bigos. On formait des colos entre voisins ou avec le renfort des journaliers. Au printemps, Simon Tourette ébourgeonne la vigne. Cette opération s'appelle Majinka en occitan. Paul Combaco souffre la vigne sous le regard de Simon Tourette. Auguste Rey, après avoir préparé la bouillie bordelaise, le vitriol, remplit la pompe à sulfater pour protéger les plants du mildiou. Paul Combaco mène un chargement de comporte, la sémals, qui vont servir à transporter la vendange. N'aiuno bignol catel puec, un tutto chigliado, ed il moti giusco lo nuec, pel sole il bistogliado. I suonato che ste moti, per beire l'ho recolto, lu comino l'ero flurit, birabolo bendolto. Iaurem buno recolto guom, se tutto ide muoro, meiu tostorai palu suom, tom che sero de fuoro. Però pauru galus ocels, che beculo grudaglio, iai bostito medus poisels, un menu de paglio. E per preserva lus plontus, de l'omi son totigno, iai bosti una grande cruz, ol puscate lo bigno. Les femmes subissaient souvent le rituel de la grappe écrasée sur le visage, la caponade. Madame Tourette est ainsi fardada par son beau-père. Émile Lagali sert à boire aux vendangeurs avec l'oubaral et l'outassou. On versait les paniers de raisin dans une petite comporte, ou sémalou. Cette comporte était ensuite chargée sur le dos du porteur protégé par un coussin. Gabriel Vaissier maintient son chargement à l'aide d'un croc de bois. Simon Tourette et Paul Moulin vident le sémalou dans une sémale. Ce système de transport dans la vigne est caractéristique de la haute vallée d'Olt en Rouergue, tout comme l'utilisation de l'égrappoir, le grudadou.
Cette opération permettait, en séparant les grains de la grappe, de gagner de la place dans une comporte. On pouvait économiser jusqu'à une comporte sur 2, mais il fallait recouvrir les grains avec la grappe émondée pour éviter les débordements pendant le transport. Parfois, le raisin était écrasé sur place dans un fouloir mécanique. M. Naudan du Calcier presse le raisin pendant que son collègue actionne les rouleaux. Le repas de vendange réunit porteurs et vendangeurs, parmi lesquels on reconnaîtra, outre les personnes déjà citées, Solange Compeyron, Maria Salvador, Juliette Delous, Paul Aldebert et Joseph Tourette Ilupepu. Les sémales transportées à la cave sont versées dans un fouloir mécanique qui débouche sur une grande cuve, la Tino. René Quererno foule le raisin au pied à l'ancienne. Lorsque la vendange a fermenté, on soutire le vin pour obtenir le princoul. Le mou est retiré de la cuve pour passer dans un pressoir ou truelle afin d'obtenir l'oubli des truelles. Le pressoir américain à cliquet est actionné par le père Galice, Simon Tourette, père et fils, et Paul Combaco. Monsieur Marcillac, oncle du journaliste Raymond Marcillac, et Auguste Rey actionnent le pressoir horizontal. Le vin est goûté dans un tassou ou tastobi d'argent. La draco est utilisée pour faire de l'eau de vie à Yerden. À l'aide de 2 barres sémalières, Louis Vidal et Céleste Magne transportent une sémale de mou à la distillation. Monsieur Deltour utilise quant à lui un mode de transport adapté. Le mou est chargé dans la cuve de l'alambic par Monsieur Robert. À la sortie, il pèse l'Ayerden pour vérifier le titrage d'alcool. À la saison des vendanges succède celle des châtaignes. Pour les ramasser, Père Castagna, Séraphi Tessier utilise un petit râteau qui sert à rassembler les bogues, appelé bundus. Elle les dégage des feuilles et en extrait las castañas.
Parmi les variétés locales, il y avait la Canurguelo, la Grusalo, la Seminolo, la Daufinenco, la Magnuneto. Pour assurer le chauffage et pour cuisiner, on utilisait soit le charbon des mines de Créjuls, livré par M. Lucien Bourgade, soit le bois des forêts domaniales d'Aubrac, où certaines paroisses du canton avaient des droits d'affouage. À la morte saison, on s'occupait pendant la journée ou lors des veliados en effectuant de menus travaux domestiques. On rempaillait les chaises à l'aide de joncs, jonquinos, tassinos ou rausels ramassés localement. On faisait des balais rustiques pour nettoyer la cour et les dépendances avec des rameaux de bouleau, loubès. Pour faire le pain de Loustal, Eugène Naujac de Crespiac pétrit dans la match un mélange d'eau, de farine et de sel auquel on ajoute le levain louléban. La pâte est ensuite déposée dans des paliassos préalablement enfarinés par Madame Naujac afin que la pâte ne colle pas à la paille. Les paliassos disposés dans la match sont recouverts pour permettre à la pâte de lever. Le fils d'Eugène Naujac, Eugénou, chauffe le four à l'aide de genêts. Les tourtes sont enfournées par M. Naujac à l'aide d'une palo. Marie-Rose Naujac fait passer un plat, probablement une farce ou une foisse, pour profiter de la chaleur du four. Une tourte de pas est rangée dans le tiradou pour l'usage quotidien. Avant de l'entamer, M. Naujac trace une croix. Ce geste s'appelle Sinnalupa. Les tranches de pain sont déposées dans l'assiette creuse, l'escudero.
On y verse le bouillon, les légumes et le lard ou la ventrèche de la soupe qui a cuit dans l'huile al cantu sur le feu de bois. Forçant un peu le trait pour les besoins du film, M. Nojax verse une rasade de vin rouge qui se mélange au bouillon pour faire le sabrotte. Le repas s'achève par un bon morceau de fromage, sans doute la forme de l'aïola. Madame Conquête, dite la Conquête, prend l'eau à la fontaine publique. Ce travail incombait surtout aux femmes et aux enfants. La fontaine ferrugineuse est celle de la salle, route de Prades. Le linge était rincé dans les eaux d'Olt à l'aide d'une banque et d'un battoir, la batadoure. Les femmes s'y retrouvaient pour échanger les nouvelles. Le linge sèche étendu sur des haies ou des palissades. Berthe Masse ramène le sien avec une brouette, ou carriole. Outre de rudes travaux ménagers, les femmes avaient la charge, avec l'école, de l'éducation des enfants. Malgré les interdits, l'occitan avait sa place à l'escuole au travers des comptines. Et c'est du fond de sa tranchée, pendant la guerre de 14-18, que Joseph Vailet rendit hommage dans un poème en occitan à son premier maître d'école qu'il avait accueilli dans sa langue maïrale. Les enfants d'Armand Girma font la rebourdelette ou escarabisundo dans les travers. D'autres jouent al rescundut. Pratiqué lors des fêtes de quartier ou de village, le joc de las tupinos ou de las ulos consistait à briser, les yeux bandés et à l'aide d'un bâton, une vieille poterie suspendue. Certaines étaient remplies de cendres, de farine ou d'eau, d'autres renfermaient un saucisson ou tout autre produit consommable. Maurice Cayrel et Christian Cobel pêchent des écrevisses. Ils utilisent des balances dans lesquelles on place de la viande impropre à la consommation. Les balances sont placées dans le ruisseau et les écrevisses sont attirées par la viande avariée. Les plantes médicinales étaient très utilisées dans la médecine traditionnelle. La cueillette du thé d'Aubrac, le calaman, était l'occasion d'une sortie familiale. Accompagnés des enfants, Joseph Sagnier et Adam Andes ramassent du thé d'Aubrac. Maurice Bonaterre, frère de l'abbé Émile Bonaterre, semble satisfait de sa récolte. La ginsano
étaient arrachés à de longs intervalles. Ernest Mercadier de Bernier utilise une fourche adaptée à cette opération. Pour effectuer ce travail, il était fait appel à des saisonniers venus de l'étranger, souvent aidés de leur famille. Les racines destinées à la préparation de liqueurs étaient nettoyées, coupées et emballées dans des sacs de jute. Pour faire la goutte de ginsano, Marie Champeau de Prades mélangeait une miege d'Ayarden avec 2 litres de vin blanc, 60 g de ginsano, 50 g d'écorce d'oranges amères, de l'eau et 1 kg de sucre. La scène de l'enterrement à Pumayrols est une reconstitution fidèle et contemporaine d'un enterrement en milieu rural. Le cortège funèbre, au milieu duquel on reconnaîtra Daniel Solignac de Navèche, est mené par l'abbé Vaissier du Reynal, curé de Pumayrols. En activité jusque dans les années 1970 et dirigée par son propriétaire M. Verdeil, la mine de Cruéjoul fut la dernière mine privée de France. M. Verdeil avait conçu et réalisé l'essentiel des équipements lourds. Beaucoup d'employés étaient originaires du canton de Saint-Giniès. Leur travail terminé, les gueules noires quittent le service en passant à la pointeuse. On reconnaît parmi les carbonniers Gaston Alla, Aimé Garde, René Calmette, André Bernat, Léon Savy, Maurice Compayron, Messieurs Girbal et Lasmayous. La barite était exploitée au Minieba et à San Martí de Mumbu. Ce minerai à très forte densité était notamment utilisé en remplacement du plomb dans les peintures.
François Juéry du Mignébas et M. Vessière de Plasencia poussent le wagon. C'est en 1902 que M. Caïsac obtient la concession lui permettant de fournir de l'électricité à la ville de San Giniès à partir de son moulin. L'éclairage entra en fonction le 1er novembre 1903. La motorisation de l'agriculture se développe considérablement à partir de 1960. Aux motos faucheuses et aux motoculteurs vont succéder les tracteurs. Même si le chargement des gerbes de blé entassées en crozels se fait encore à bras, les chars sont dotés de pneumatiques remplaçant les roues de bois. L'avènement de la civilisation des loisirs se traduit par l'adoption ou le développement de nouveaux sports. Popularisé par les films de Marcel Pagnol, la pétanque provençale concurrence le jeu de quilles. Et le football anglo-saxon s'impose dans les bourgs. Une partie se déroule au Pré Serpentier, sous les applaudissements de Gustou Nairol. C'est le développement du tourisme dans la seconde moitié du XXe siècle qui illustre le mieux le concept de civilisation des loisirs. Le touriste pouvait atteindre San Giniès par le train qui desservait la gare de Campagnac. Le premier terrain de camping de San Giniès était situé dans le pré de Bel-Air, sur la route de Sainte-Eulalie. Parmi les nombreux loisirs pratiqués, il y avait la pêche, le mini-golf. Les enfants bien encadrés et la jeunesse allaient en promenade ou pratiquaient les sports nautiques, baignade, canoë, kayak.
Les fêtes se transforment avec l'apparition de nouveaux répertoires de bal, introduisant les danses à la mode à côté du répertoire traditionnel. L'animation fait appel à des fanfares venues d'ailleurs, comme celle des Gardiens de la Paix de Toulouse, accompagnée par Jean Domergue. Les majorettes inspirées du modèle américain sont également mises à contribution, ainsi que le groupe des motards du Cadre Rouge de Sarlat.